Il est 9h10, c'est la fin de la matinale et le début du débat du jour, Étienne Pépin. Bonjour Pierre-Hugues Dubois, bonjour à tous, c'est parti. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Le débat du jour avec nos deux invités que je vous présente tout de suite. Sylvie Berman, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, diplomate, ambassadeur de France, enseignant ambassadeur à Pékin, Londres et Moscou. Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne. Au programme ce matin, les relations franco-algériennes. Boualem Sansal est incarcéré depuis 3 mois. Comment va-t-il ? Nous prendrons des nouvelles avec vous. Arnaud Benedetti, vous êtes signataire d'une tribune qui lui est consacrée. Trump et Poutine vont se rencontrer. Des pourparlers au sujet de la guerre en Ukraine ont eu lieu hier à Riyad, en Arabie Saoudite. Quid ? La réponse dans cette émission. Et puis Richard Ferrand est-il le prochain président du Conseil constitutionnel ? On devrait le savoir dans les toutes prochaines heures. Voilà, vous avez le programme, c'est le débat du jour. Et on commence cette émission avec les relations franco-algériennes. Boualem Sansal est incarcéré depuis 3 mois. L'écrivain franco-algérien est incarcéré en Algérie depuis mi-novembre. Le régime d'Alger le poursuit en raison de propos tenus dans un média français au sujet du Maroc. Et les nouvelles ne sont pas excellentes, selon son éditeur Antoine Gallimard. Une soirée de soutien était organisée hier par l'Institut du Monde Arabe et les éditions Gallimard. 10 membres du comité de soutien de l'écrivain ont adressé hier une lettre ouverte au président de la République pour lui demander de cesser sa bienveillance constante à l'égard de l'Algérie. Il en va, explique-t-il, de la survie de Boualem Sansal et de l'honneur de la France. Arnaud Benedetti, vous êtes un des signataires de cette tribune. Est-ce que vous avez des nouvelles de Boualem Sansal ? Écoutez, les nouvelles de Boualem Sansal, c'est que je rappelle qu'il a 80 ans déjà, qu'il est incarcéré et qu'il est malade. Donc, si vous voulez, on a toutes les données objectives qui ne peuvent que légitimer notre préoccupation et notre très grande inquiétude. Nous ne savons pas les soins qui lui sont prodigués. Nous ne connaissons pas le nom des médecins qui sont censés le soigner. On sait qu'il a subi récemment une radiothérapie, mais qu'il a été retransféré quasiment immédiatement dans sa cellule de la prison de Koléa, au nord d'Alger. Donc vous imaginez bien que les conditions qui sont les siennes ne sont certainement pas les conditions les plus propices pour quelqu'un qui est en effet atteint d'un cancer dont on ne connaît pas aujourd'hui d'ailleurs le stade en ce qui le concerne. Donc voilà aujourd'hui la situation objective de Boualem Sansal. Est-ce que son incarcération est un symbole et un signal envoyé de l'Algérie à la France au sujet des relations entre les deux pays qui se tendent, qui sont compliquées et délicates ? À que Boualem Sansal soit la victime directe, collatérale, peu importe, de la dégradation récente et accélérée de relations entre Paris et Alger, ça nous semble une évidence. Vous savez, quand le président Tebboune a appris que la France allait changer de position sur le Sahara occidental, il a fait une déclaration qui est passée inaperçue et qui est pourtant extrêmement importante. Il a dit « Si les Français reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, nous ferons tout pour leur faire regretter cette décision ». En l'occurrence, l'arrestation de Boualem Sansal le 16 novembre, et j'allais dire la première réponse pratique du gouvernement et du régime algérien à la position de la France. Donc ce n'est pas une surprise, et je crains que malheureusement, si vous voulez, la visite récente de Madame Dati, ministre de la Culture, il y a moins de 24 heures ou 48 heures au Sahara occidental, n'arrange pas la situation et soit considérée, et elle est déjà considérée par les autorités algériennes, il suffit de lire le communiqué de presse qu'ils ont sorti il y a 24 heures, comme une provocation. Donc ça, en effet, c'est un sujet en soi. Nous n'avons pas à nous prononcer en tant que comité de soutien sur la position diplomatique de la France par rapport au Sahara occidental. Notre seul objectif, c'est de faire libérer Boualem Sansal, qui n'a rien à faire dans une prison, et qui est un homme libre, et qui avait le tort, vraisemblablement, je pense, de se croire libre dans un pays qui ne l'est pas. Alors, on va parler de la tribune dans quelques instants. Je voudrais, Sylvie Berman, qu'on décrypte un tout petit peu, justement, l'identité de Boualem Sansal. Pourquoi est-ce que lui est arrêté spécifiquement? C'est pas un diplomate, c'est pas un militaire, c'est quelqu'un qui a sans doute de l'influence dans la pensée, en tout cas dans les relations entre l'Algérie et le Maroc, mais c'est pas... Est-ce que c'est quelqu'un de dangereux, quoi, aux yeux de l'Algérie?
Alors, c'est pas quelqu'un de dangereux, mais c'est quelqu'un qui était en danger en Algérie. Alors, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, parce que quand j'étais ambassadeur à Pékin puis à Londres, je l'avais invité au salon du livre francophone. Et je l'avais revu à l'ambassade à Vienne récemment. Enfin, c'est un homme extraordinaire et d'une grande humanité. Et je me demandais toujours, avec les propos qu'il tenait, surtout la liberté de son esprit, comment il pouvait retourner en Algérie, qui n'est pas un pays très libéral, comme on le sait. Et là, ils se sont appuyés sur des propos qu'il avait tenus en se référant à l'histoire et concernant le Sahara occidental. Et ils ont choisi ce prétexte, effectivement, pour l'arrêter, parce qu'ils sont très mécontents, bien évidemment, de la position de la France, sachant que sur ce dossier, beaucoup de pays avaient déjà évolué, comme les États-Unis, l'Espagne. Et pour avoir traité le Sahara occidental quand j'étais en poste à New York, je connais effectivement la sensibilité de ce dossier. La sensibilité de ce dossier, pourquoi est-ce que le Sahara occidental, qui est une zone en plein désert, très peu peuplée, difficilement d'ailleurs identifiable, on ne sait pas vraiment où sont les frontières sur ce territoire, pourquoi est-ce que c'est là que se joue cette histoire ? Il y avait eu au Maroc donc la Marche verte, et je pense que pour le Maroc, c'est existentiel. Je pense que pour l'Algérie, c'est un moyen de s'opposer au Maroc. Quels sont les leviers que Emmanuel Macron a en son pouvoir pour faire avancer le sujet de Boualem Sansal ? Je voudrais réagir. Boualem Sansal est quelqu'un qui est en effet très modeste, qui ne joue pas au grand écrivain et qui est un grand écrivain. Pour tous ceux qui le connaissent, le considèrent comme une personnalité d'une très grande humanité, d'une très grande simplicité. Mais il faut savoir que le régime algérien, qui n'a jamais été un régime démocratique, il faut quand même le rappeler, s'est considérablement durci ces dernières années, ces derniers mois. Je prendrai quelques exemples. Au-delà de Boualem Sansal, les éditions Frantz Fanon viennent d'être fermées à Boumerdès, d'ailleurs dans la ville où vit Boualem Sansal, parce que tout simplement, elles ont publié un livre sur l'Algérie juive. C'est ce qui en dit long aujourd'hui sur, j'allais dire, la psyché du régime algérien. Un jeune caricaturiste, heureusement réfugié en France, vient d'être condamné à 20 ans de prison par contumace à partir du même article qui permet aux autorités algériennes, le fameux article 87 bis du code pénal algérien, qui permet de poursuivre aujourd'hui Boualem Sansal. Ça veut dire que le régime algérien est en train de se fermer de plus en plus. Ensuite, nous, on considère, si vous voulez, que depuis, alors pour répondre à votre question, que depuis 3 mois, la position de la France a été une position de très grande réserve et de très grande prudence vis-à-vis de cette incarcération, en essayant d'utiliser tous les leviers, évidemment, diplomatiques, pour permettre une libération rapide de Boualem Sansal. Mais que cette stratégie, depuis 3 mois, malheureusement, se heurte à un mur et n'a donné aucun résultat. Alors, au-delà de la diplomatie, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour les résultats, quand même, je veux dire. Aujourd'hui, je rappelle, l'avocat français de Boualem Sansal, Maître Zimré, n'a toujours pas son visa pour pouvoir visiter son client. Ce qui quand même pose problème en matière de droit de la défense. Deuxièmement, la protection consulaire à laquelle a le droit Boualem Sansal, parce que je rappelle qu'il est franco-algérien, est refusée par les autorités algériennes, même si le président Tebboune reconnaît dans une interview qu'il a donnée à l'opinion que Boualem Sansal est français. Oh, certes, un français de fraîche date, nous dit-il. Mais en l'occurrence, lui-même, le président Tebboune reconnaît qu'il est français, mais on n'a pas le droit à la protection. Il n'a pas le droit à la protection consulaire. Donc les droits élémentaires de Boualem Sansal sont bafoués. Ensuite, on dit aujourd'hui, il faut changer de braquet. Clairement, si la France veut aujourd'hui, il suffit pas de dire, comme l'a fait le président de la République, que l'Algérie se déshonore. À partir du moment où on tient ce discours, il faut avoir les moyens de ce discours et mettre en place une politique qui corresponde à ce discours. Sinon, c'est un aveu de faiblesse et on passe pour des vélitaires. Face à l'Algérie, il y a un certain nombre aujourd'hui de leviers qui existent. J'en donne quelques-uns. Les comptes des hiérarques algériens qui, je veux dire, sont en France. Les visas, l'accord de 68. Donc, à partir du moment où on veut véritablement mettre la pression sur le régime algérien, et c'est le discours, en tout cas, du président de la République, récemment, lors d'une conférence devant les ambassadeurs, il faut s'en donner les moyens, et c'est ce que demande aujourd'hui le comité de soutien, parce que la stratégie du dos rond n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron est timide sur ce sujet-là ? En tout cas, il semble être assez timide, assez réservé sur cette histoire, on l'entend peu, quoi.
Avant même son élection, il était allé en Algérie et il avait le souci d'une véritable réconciliation avec l'Algérie. Et je pense qu'il s'est fait beaucoup d'illusions puisque ça a abouti à une brouille inédite avec le Maroc et donc il a changé complètement de position à ce moment-là. Mais je pense que reste dans sa psyché l'idée de cette relation spéciale avec l'Algérie. Mais beaucoup le poussent effectivement à prendre les mesures qui ont été évoquées. Il y a de plus en plus de demandes concernant l'accord de 68 et les visas. Et comment ça peut se déclencher ça? Il s'agirait juste pour Emmanuel Macron d'y aller et de prendre les choses en main de manière efficace et un peu autoritaire quoi, vis-à-vis de l'Algérie. Si vous voulez, je veux dire, aujourd'hui, vous avez deux lignes qui cohabitent au sein du gouvernement. Vous avez une ligne qui est la ligne plutôt celle de l'Élysée, malgré tout, et malgré ce qu'a dit Emmanuel Macron, et du Quai d'Orsay, qui est de dire il ne faut pas brusquer plus les Algériens qu'on les a brusqués. Et puis vous avez la ligne du ministre de l'Intérieur, qui a fait des déclarations, nous, que l'on rejoint ce dimanche, qui est de dire on ne peut plus rester, si vous voulez, les bras ballants face à l'Algérie, on ne peut plus attendre la bonne volonté des Algériens, il faut passer à l'action et envoyer des signaux qui montrent que cette fois-ci, la France n'accepte pas que l'un de ses ressortissants soit détenu de la manière la plus arbitraire dans une prison. Donc, vous parlez dans votre tribune d'un risque d'une tâche indélébile. Qu'est-ce qui pourrait advenir si Boualem Sansal reste en prison, s'il meurt même en prison, puisqu'il est malade, on le dit. On ne sait pas quel est son état de santé réellement, mais voilà, quelles seraient les conséquences d'un enlisement de cette situation? Écoutez, je ne sais pas quelles seront les conséquences. Parler de tâches indélébiles, c'est-à-dire que si nous avons un écrivain franco-algérien qui est détenu de la manière la plus arbitraire qui soit en Algérie pour des motifs totalement fantasmatiques, qui peut croire que Boualem Sansal met en danger la sécurité de l'État algérien? Je veux dire, tous ceux qui connaissent Boualem Sansal, c'est qu'il ne participe pas à une entreprise terroriste et une entreprise de déstabilisation du régime algérien, qu'il ne fait qu'user de son droit à la critique légitime, qui est celle de tout intellectuel par rapport à un pouvoir, quel qu'il soit. Je veux dire, si Boualem Sansal, et on ne le souhaite pas, et on ne l'espère bien évidemment pas, et on fait tout pour que ça n'y arrive pas, venait à malheureusement décéder en prison, je veux dire, la responsabilité évidemment de l'État algérien dans cette affaire serait incommensurable. Mais il y aurait aussi une responsabilité, malgré tout, de l'État français de ne pas avoir vraisemblablement utilisé les moyens de pression qu'il pouvait utiliser. Alors, il y a d'autres voies qui nous permettraient aussi d'avancer. On en parlait avec Sylvie Berman avant de rentrer en studio. C'est notamment la voie de l'internationalisation et au moins l'européanisation du dossier. Oui, mais qui s'intéresse à ce sujet-là? L'histoire de l'Algérie, elle est liée intrinsèquement, intimement à la France, et c'est à la France de prendre ses responsabilités sur le sujet. Oui, enfin, l'histoire de l'Algérie... Oui, enfin, regardez par exemple les relations entre l'Italie et l'Algérie aujourd'hui sont des relations de très grande proximité. L'Italie a d'ailleurs une relation diplomatique avec l'ensemble des pays du Maghreb qui est nettement meilleure que celle de la France. Donc vous avez quand même des pays qui ont des intérêts économiques dans ces pays-là et qui ont une relation. Il n'y a pas que la France qui a une relation, même si historiquement on a une relation tout à fait spécifique avec l'Algérie. Mais par exemple, le Parlement européen a voté une résolution il y a de cela un mois demandant la libération immédiate de Boualem Sansal et demandant que l'accord entre l'Union européenne et l'Algérie, qui est en cours de renégociation, soit conditionné par cette libération immédiate de Boualem Sansal. Donc il faut avancer aussi dans cette voie-là. Si on internationalise ce sujet, qui sont les autres acteurs au-delà de la France qui ont un poids dans cette histoire? Alors moi je pense d'abord que c'est important effectivement d'européaniser cette question, parce que comme Boualem Sansal est une victime en fait de la brouille avec la France, la France a sa responsabilité, elle doit le faire, d'autant plus que c'est un citoyen français. Mais je pense que c'est bien d'avoir également les prises de position des autres. Et cela dit, pourquoi pas les États-Unis aussi, hein. Je pense qu'ils ne connaissent pas Boualem Sansal. Mais les États-Unis, ils sont plus intéressés par le Maroc. Ils sont plus intéressés par le Maroc, mais on voit aujourd'hui, malgré tout, que Donald Trump a un poids. Il est considéré comme un homme fort et il peut aussi faire bouger les choses. Donc je pense que ça serait bien d'avoir aussi les États-Unis qui sont
malgré tout intéressés à ce dossier pendant très longtemps, même s'ils ont changé de position et effectivement reconnu la marocanité du Sahara occidental. Diplomatiquement, ça se passe comment ? Comment est-ce qu'on interpelle le président américain sur un sujet comme ça ? On l'interpelle pas, on l'appelle. Mais c'est à qui le faire ? C'est à Emmanuel Macron, par exemple ? Emmanuel Macron peut le faire, ou le ministre peut le faire vis-à-vis de Marco Rubio. Oui. Un mot sur la diaspora algérienne et en particulier en France. Est-ce que les Algériens qui vivent en France et en Europe au sens large ont un rôle à jouer ? Est-ce que leur poids, leur nombre peut jouer sur ce sujet, Arnaud Benedetti ? Alors, est-ce que c'est un sujet qui en soi aujourd'hui, le fait qu'on ait une diaspora importante algérienne en France paralyse d'une certaine manière l'action de l'exécutif en France ? C'est une hypothèse qu'il ne faut pas totalement écarter. Après, la diaspora algérienne, je veux dire, on peut imaginer qu'elle est extrêmement, plurielle aussi, quand on s'en approche de la question du régime algérien. Il ne faut pas confondre les Algériens et le régime algérien. Je crois que c'est ça qui est très important, il faut le dire, et on ne cesse de le répéter. Nous, on a par exemple des Algériens qui aujourd'hui soutiennent notre action, sont parfois membres du comité de soutien. Certains ne le sont pas parce qu'ils ne veulent pas l'être, parce qu'ils ont de la famille en Algérie et qui considèrent que des pressions peuvent s'exercer sur leur famille. Il faut quand même comprendre que ce régime est un régime très compliqué, le régime algérien. En fait, une prise de position des Algériens vivant en France pourrait avoir des conséquences sur les familles restées en Algérie. Ah tout à fait. Mais tout à fait. Vous pouvez être arrêté du jour au lendemain en Algérie. Il faut quand même arrêter de penser que l'Algérie a un fonctionnement démocratique. L'Algérie a un fonctionnement qui est hérité d'ailleurs de sa longue histoire. Vous savez, les Algériens, ils ont été formés à l'école soviétique, quand même. Il faut le rappeler, dans les années, dès le début des années 60. Donc, ils ont gardé ces méthodes-là. C'est-à-dire que vous pouvez être arrêté à toute heure en Algérie parce que vous avez liké un post qui critique le régime algérien. C'est arrivé. Et c'est l'article 87 bis du Code pénal qui sanctionne en Algérie comme acte terroriste ou subversif tout acte visant la sûreté de l'État, l'intégrité du territoire, la stabilité, le fonctionnement normal des institutions. C'est à ce titre-là, c'est au titre de cet article 87 bis que Boualem Sansal a été arrêté. Finalement, cet article-là, il permet un peu tout ce qu'on veut, là-bas. Oui, c'est le propre d'un régime totalitaire, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Vous prenez n'importe quel article, parce qu'arrêter Boualem Sansal sous ce chef d'accusation, c'est une aberration totale. Et d'ailleurs, autre chose, je pense que Kamel Daoud, qui a été très critiqué pour son livre qui a eu le prix Goncourt, je pense, n'a pas intérêt à remettre les pieds en Algérie. Il ne le fera pas. Non, il ne le fera pas, bien sûr. Oui, la situation de Kamel, je rejoins, parce que Kamel Daoud est aujourd'hui l'objet d'une campagne de presse absolument infâme en Algérie, et on est allé jusqu'à faire témoigner sa sœur contre lui dans les médias algériens. Voilà aujourd'hui ce dont est capable quand même le régime algérien. Il faut vraiment avoir conscience de ce qu'est l'écosystème idéologique de l'Algérie aujourd'hui. Alors on va suivre évidemment cela sur RCF et Radio Notre-Dame avec vous en particulier sur cette antenne et dans le débat du jour, sans doute dans les prochains jours et prochains mois à suivre sur RCF et Radio Notre-Dame. Le débat du jour continue. On va parler de Donald Trump et Vladimir Poutine qui vont se rencontrer. Est-ce que l'axe Moscou-Washington est en train de se renforcer ? On verra cela dans quelques instants. Dans le débat, on parlera également de Richard Ferrand. Richard Ferrand qui pourrait devenir le prochain président du Conseil constitutionnel. Mais qu'est-ce à dire ? Quel est le rôle précis du président du Conseil constitutionnel ? Eh bien, on va en discuter avec nos invités. Ce sera juste après le flash qui vient. Bienvenue sur RCF et Radio Notre-Dame. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec nos deux invités, Arnaud Benedetti et Sylvie Berman. Merci d'être avec nous sur RCF et Radio Notre-Dame. Je pense, donc j'agis, Melchior Gormand. Trop d'enfants placés ont souffert dans les foyers ou les familles qui devaient les protéger. Comment en est-on arrivé à cette double injustice ? Que faut-il changer pour que l'État puisse éviter ces défaillances ? C'est ce que nous essayerons de comprendre ce mercredi dans une rediffusion de Je pense donc j'agis avec Madeleine Vatel. Rendez-vous dès 10h. Bonjour, je suis Xavier Accard, rédacteur en chef du mensuel Prier. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous à l'école de la prière pour approfondir l'art de la prière. À l'école de la prière, avec Xavier Accard et le mensuel Prier, chaque lundi à 15h et le dimanche à 8h. En France et dans le monde, la Fondation française de l'Ordre de Malte soutient des projets médicaux et sociaux au service des plus vulnérables, dans le respect de ses valeurs millénaires.
En choisissant d'inscrire la Fondation française de l'Ordre de Malte dans votre testament, vous accompagnez les premiers pas de milliers d'enfants. Vous apportez de l'espérance aux familles les plus fragiles. Demandez notre brochure sur les legs, assurance vie et donation sur leg.fondationordredemalte.org ou au 01 55 74 53 20. Radio Notre-Dame, nos émissions vont reprendre. RCF et Radio Notre-Dame, il est 9h30. Le point sur l'info avec vous, Cécile Mérieux. Malgré les pourparlers, la guerre en Ukraine se poursuit. Une partie de la ville portuaire d'Odessa est privée de chauffage et d'électricité après une attaque massive russe. Le maire annonce que 14 écoles et plus de 500 logements sont maintenant sans électricité et sans chauffage. Hier, Russes et Américains se sont rencontrés à Riyad. Chacun va nommer des négociateurs pour tenter de régler la guerre. Volodymyr Zelensky dénonce des pourparlers sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Il réclame que non seulement son pays, mais aussi l'Union européenne, la Turquie et le Royaume-Uni participent aux discussions et à l'élaboration des garanties de sécurité. Donald Trump s'est déclaré totalement favorable à la présence en Ukraine de troupes européennes de maintien de la paix, une idée qui divise les Européens et à laquelle la Russie est formellement opposée. Elle sera débattue, cette question, aujourd'hui à Paris. Emmanuel Macron organise une nouvelle réunion avec plusieurs États européens et non européens. La loi d'orientation agricole sera-t-elle votée à temps pour l'ouverture du salon de l'agriculture ? Elle semble bien partie. Hier soir, un accord a été trouvé entre les deux chambres du Parlement par commission mixte paritaire. Le texte est brandi comme une réponse à la grogne du secteur agricole. Une 6e motion de censure pour François Bayrou, cette fois-ci déposée par le Parti socialiste. Il reproche au gouvernement de, je cite, céder aux passions tristes de l'extrême droite. Et renouvellement du Conseil constitutionnel, les 3 noms proposés pour remplacer les 3 sages sortants doivent être approuvés par le Parlement. Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée, est actuellement auditionné. La proposition d'Emmanuel Macron d'en faire le président du Conseil constitutionnel avait reçu un accueil glacial, notamment chez les Républicains. Merci beaucoup, Cécile Mérieux. On vous retrouve dans une demi-heure pour le prochain point sur l'actualité. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Et le débat du jour continue toujours avec nos deux invités, Sylvie Bermann et Arnaud Benedetti. Donald Trump et Vladimir Poutine vont-ils se rencontrer ? Hier, à Riyad, en Arabie Saoudite, une réunion préparatoire à cette rencontre a eu lieu entre hauts responsables russes et américains. Une réunion pour le rétablissement des relations entre Moscou et Washington, notamment de possibles négociations sur l'Ukraine, ainsi qu'un éventuel sommet Trump-Poutine. Au menu des discussions, aussi le Moyen-Orient. L'axe Moscou-Washington est-il la solution au conflit majeur actuel, Sylvie Bermann ? Il est clair en tout cas que les positions de Trump ont un effet sur la situation internationale, que ce soit le Moyen-Orient à l'heure actuelle, puisque s'il y a une libération d'otages, c'est grâce à l'émissaire de Donald Trump. Alors que Biden avait essayé depuis des mois avec Netanyahou. Ça ne veut pas dire un accord de paix, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'on en voit mal les contours compte tenu des positions à la fois de Netanyahou et du Hamas. En revanche, sur l'Ukraine, il peut y avoir effectivement des perspectives. Le risque, évidemment, c'est que ce soit au détriment de l'Ukraine et au détriment des Européens. Au détriment de l'Europe, est-ce que le risque est réel pour l'Europe avec cet axe-là, Washington-Moscou ? Le risque, c'est effectivement d'être mis à l'écart. Là, c'est une rencontre, Poutine-Trump, de deux mâles alpha, deux hommes forts, et qui estiment qu'ils peuvent régir le monde, avoir des zones d'influence. Et effectivement, à partir du moment où Donald Trump déclare qu'il pourrait racheter le Groenland et voir s'il y avait une opposition du Danemark, simplement intervenir, y compris sur le plan militaire, même s'il ne le fait pas, le simple fait de le déclarer montre qu'il n'a aucun respect du droit international.
Donc, d'une certaine manière, ça légitime aussi la logique de Vladimir Poutine. Vous dites deux mal alpha, mais sur le plan international, quand même, les États-Unis et la Russie n'ont pas le même poids. Est-ce que Donald Trump veut mettre Vladimir Poutine au pas ? Alors, ce que je cherche, il a, parce que j'étais à Moscou, lors du premier mandat, il a une vraie fascination pour Vladimir Poutine, effectivement, il considère comme un homme fort. Et lors de ce deuxième mandat, il renoue le fil du premier, parce qu'il a invité Poutine à Washington et lui-même veut aller à Moscou. Ce qu'il avait voulu faire à ce moment-là, ce que lui avait interdit son administration, qu'il avait bloqué. C'est pour ça que pour le mandat Trump 2, il va y avoir une administration entièrement loyale. L'invitation au G7, c'était déjà le cas lors de son premier mandat. Donc effectivement, la Russie n'a pas le même poids que les États-Unis, mais en même temps, s'il y a une négociation sur les armements, enfin nucléaires en particulier, là, la Russie est une véritable puissance. Et par ailleurs, c'est peut-être le conseil de Kissinger, l'idée de se rapprocher de la Russie pour essayer d'enfoncer un coin entre la Russie et la Chine, qui est l'ennemi principal des États-Unis. Et quelle est l'intention justement profonde de Donald Trump dans ce sujet avec la Russie? C'est la Chine qui est visée, comme vous le dites là? Alors, c'est pas le principal sujet, mais comme c'est la préoccupation première des États-Unis, ils veulent se débarrasser de l'Ukraine. Parce qu'ils pensent que c'est une distraction, que c'est pas prioritaire pour eux. C'est pour ça qu'ils nous disent c'est une affaire des Européens, débrouillez-vous. Et en même temps, ils déclarent que les Européens sont incompétents pour faire la paix. Donc il fait la paix, mais ensuite il nous demande de gérer la suite, la sécurité, avec une force, alors quel que soit son nom et ses fonctions, de maintien de la paix, mais en tout cas qui permet des garanties de sécurité à l'Ukraine. En même temps, est-ce que l'Europe a pas mal joué dans cette histoire en soutenant l'Ukraine, mais sans s'engager vraiment sur le terrain, justement, en montrant les dents, mais sans forcément aller faire la guerre, quoi. Mais on a exactement la même politique que les États-Unis. Et Joe Biden l'avait dit depuis le début, on va aider l'Ukraine à se défendre, mais ils n'ont jamais voulu effectivement faire la guerre à la Russie de toute façon. Et on a bien vu que pendant ces 3 ans, on a eu des lignes rouges à chaque fois qu'on a repoussées. Mais on était sur la même ligne, effectivement, que les Américains à ce moment-là. Alors on essaie de décrypter ce qui se passe en ce moment avec justement Donald Trump, Vladimir Poutine. Le sommet de préparation de cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine a eu lieu hier à Riyad, en Arabie Saoudite. Pourquoi, à cet endroit-là, quel rôle là jouent les pays du Golfe et en particulier l'Arabie Saoudite dans cette histoire? Alors, l'Arabie Saoudite joue un rôle de plus en plus important sur le plan diplomatique. Et on se souvient même que Joe Biden était allé voir Ben Salman après avoir dit que c'était un paria, que jamais il n'irait. Bon, c'était pour essayer d'augmenter la production de pétrole. Donc, c'est un pays de plus en plus important. La Chine l'a cultivé aussi, puisqu'elle a favorisé le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et en plus, sur le Moyen-Orient, elle peut jouer un rôle, bien évidemment, parce qu'elle était prête, dans le cadre des accords d'Abraham, à normaliser avec Israël, et l'Arabie Saoudite le souhaite toujours. Et sur l'Ukraine, elle avait déjà joué un rôle sur des libérations d'otages. Et puis par ailleurs, Vladimir Poutine ne peut pas se rendre dans un certain nombre de pays, puisqu'il est toujours sous inculpation de la Cour pénale internationale. Et là, l'Arabie Saoudite et les Américains non plus ne sont pas membres du statut de Rome. Donc ça veut dire que si Vladimir Poutine et Donald Trump se rencontrent, ce serait où alors? Ce serait là, à Riyad, là? Ça peut être à Riyad, c'est ce qui est envisagé pour le moment. Je sais qu'il y a d'autres candidats, comme la Turquie, par exemple. On avait même parlé de la Chine à un moment. Donc on verra, ils nous l'annonceront. Mais c'est clair que l'Arabie Saoudite a un rôle.
puis en même temps, elle est proche effectivement des autres grandes puissances. Quid d'Israël, du Moyen-Orient, dans ce sommet préparatoire, en tout cas dans cette réunion qui a eu lieu hier à Riyad? Est-ce que on prend tous les sujets là, et puis les deux pays, la Russie et les États-Unis, vont pouvoir régler un peu tous les problèmes? Alors en fait, la réunion a duré 4h30. C'est ce qui s'apparente à un reset, c'est-à-dire un redémarrage de leur relation, ce qui a eu lieu d'ailleurs à plusieurs époques avec les États-Unis, entre les États-Unis et la Russie. Souvent sans grand succès, mais ils ont surtout parlé de ça parce que quand Marco Rubio a fait ils ont une surtout parlé de ça, d'Israël, des relations entre les deux pays, parce qu'ils vont nommer des négociateurs ensuite de manière concrète, donc ils ont dû évoquer la question. Sur le Moyen-Orient, évidemment les États-Unis et la Russie sont sur des lignes différentes, parce que la Russie, qui avait des relations très très proches avec Israël, parce qu'elle a aujourd'hui besoin du Sud global, a plutôt soutenu pas seulement les Palestiniens, mais même le Hamas en réalité. Donc il peut y avoir effectivement une coopération entre les deux. Mais encore une fois, on n'a pas la solution, parce que la solution logique serait celle de deux États, et Netanyahou n'en veut pas, le Hamas non plus. On ne sait pas quel est le rôle qu'aura l'autorité palestinienne, mais je pense qu'ils vont continuer à traiter de ces dossiers. Ils vont mettre en place des groupes de travail. Moi, ce qui m'a frappé, puis sur l'Ukraine également, et en fait le plan de paix de Donald Trump est assez simple. C'est de toute façon, l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, elle est obligée de céder des territoires, ce qui rejoint la position de la Russie. Maintenant, ce qui est plus compliqué, évidemment, le diable est toujours dans les détails, mais ce qui est plus compliqué, c'est la mise en place de ces garanties de sécurité. Parce que même si les Européens sont pas en mesure d'aider l'Ukraine à gagner la guerre, ça c'est impossible, ou à récupérer les territoires. On dit oui pour l'entrée de l'Ukraine en Europe, non pour l'Ukraine dans l'OTAN. C'est un petit peu le lot de consolation pour l'Ukraine, l'Europe, quoi. On avait déjà accepté que l'Ukraine ait un statut de candidate à l'Union européenne. Ouais. Maintenant, c'est une forme de protection aussi, même s'il n'y a pas la garantie américaine, mais ça va prendre des années, parce qu'il y a un certain nombre de critères à respecter, des chapitres qui doivent être traités sur la corruption, ce qui sera difficile. Également sur, par exemple, Bandera, qui est un héros national en Ukraine, alors que c'était un nazi. Donc, il y aura un certain nombre de problèmes. Mais il y a au sein de dans le traité de l'Union européenne, l'article 42.7, qui est un article qui est très proche de l'article 5 de l'OTAN, et qui est même beaucoup plus contraignant, parce que finalement, l'article qui oblige à mettre tous les moyens si un pays de l'Union européenne est attaqué et menacé. C'est-à-dire, c'était ce qu'on interprétait de l'article 5, mais l'article 5 est moins contraignant, parce qu'on doit réfléchir aux mesures qu'on peut prendre. Le problème, c'est évidemment le soutien américain, parce que les moyens militaires de l'Union européenne et l'autonomie sont très réduites. La France est le seul pays qui a une véritable armée et capacité de projection, en plus de l'arme nucléaire. Les réunions se multiplient. Lundi, c'était les dirigeants européens autour d'Emmanuel Macron. Hier, c'était la Russie et les États-Unis à Riyad. Est-ce que vous sentez comme le risque d'une globalisation d'un conflit autour de ces deux zones-là, la Russie et l'Ukraine et Israël? Est-ce que ça peut mettre vraiment les feux aux poudres? On s'interdit de le croire, mais en même temps, ça ressemble terriblement à ce qui s'est passé il y a 100 ans. Oui, en fait, moi je pense pas, parce que d'une certaine manière, Trump, avec toute sa brutalité, peut néanmoins contribuer à un accord de paix. Donc ensuite, ce qui est important, c'est évidemment qu'il y ait des garanties pour l'Ukraine et que la Russie ne puisse pas recommencer. C'est-à-dire que ce soit pas un simple cessez-le-feu, mais un véritable accord. Tout ça reste à négocier. Ça ne sera pas uniquement les Européens, parce que les Russes ne voudront effectivement pas, mais il peut y avoir des Russes, il peut y avoir des Indiens ou d'autres pays qui sont plus amicaux. Et même si la Turquie est membre de l'OTAN, elle est quand même très proche de la Russie. Donc tout ça, évidemment, reste à décider. Mais si, in fine, il y a une paix, c'est à partir du moment où la guerre est sans solution. C'est-à-dire où on constate qu'il ne peut pas y avoir de victoire militaire.
et que l'Ukraine ne peut pas regagner les territoires perdus. Et d'ailleurs, c'est reconnu par Zelensky, qui dit « nous n'avons pas la force de les récupérer ». Et par ailleurs, et ce qui est important, la Russie ne peut pas occuper non plus la totalité de l'Ukraine. Et ça, c'est essentiel. Ça veut dire que l'Ukraine peut conserver non pas son intégrité territoriale, mais au moins sa souveraineté. Et si elle est membre de l'Union européenne, ça sera quand même une protection. Une dernière question sur ce sujet. On a vraiment fait un panorama passionnant avec vous, Sylvie Bermann, ce matin. Pour finir ce chapitre, est-ce que tout cela n'est pas aussi révélateur d'une faiblesse de l'Europe sur le plan international? Parce qu'on voit que tout se joue sans nous, là, aujourd'hui. Oui, incontestablement, mais ça, c'est un peu de notre faute, parce que c'est vrai que la France, depuis des décennies, promeut l'autonomie stratégique, une Europe de la défense, une Europe puissance, etc., et que nos partenaires n'en veulent pas, parce qu'ils continuent de compter sur la nounou américaine. Sauf qu'aujourd'hui, elle est en train de les lâcher. Ils ont eu l'illusion avec Biden que la normalité, c'était Biden et Trump l'exception. Avec le deuxième mandat, la nouvelle normalité, le new normal, comme on dit aux États-Unis, eh bien, c'est plutôt Donald Trump. Parce que quand on voit J.D. Vance ou d'autres, c'est fini l'Europe pour les États-Unis. Ce n'est plus une priorité. Et donc, c'est à nous d'assumer ses responsabilités. J'espère que justement cette situation qui est assez à notre détriment nous encouragera à le faire. Le débat du jour continue après ce chapitre international. On ne vous a pas oublié, Arnaud Benedetti. Vous êtes toujours avec nous et avec Sylvie Bermann. Merci à tous les deux d'être avec nous. On continue ce débat avec Richard Ferrand. Est-ce qu'il va prendre la présidence du Conseil constitutionnel? C'est la question politique du jour. Richard Ferrand, c'est le candidat d'Emmanuel Macron au poste de président donc, du Conseil constitutionnel pour prendre la suite de Laurent Fabius. L'ancien président de l'Assemblée nationale est auditionné à l'Assemblée nationale par les députés membres de la commission des lois au Palais Bourbon, puis au Sénat par la commission des lois du Palais du Luxembourg. Les résultats seront vraisemblablement connus à l'heure du déjeuner. Notons qu'il y a deux autres candidats, Philippe Bas, sénateur LR, candidat de Gérard Larcher, et Laurence Wischnewski, députée MoDem, ex-juge d'instruction et candidate de Yaël Braun-Pivet. Voilà, la candidature de Richard Ferrand va devoir affronter l'opposition à gauche et à droite qui ne sont pas favorables à cette candidature. D'abord, un peu de pédagogie, peut-être Arnaud Benedetti, ça sert à quoi le Conseil constitutionnel et quel est le rôle de son président? Le Conseil constitutionnel a d'abord eu son rôle qui a évolué au cours des temps. Vous savez, quand le général de Gaulle, en 1958, décide avec les constituants de créer un Conseil constitutionnel, il imagine certainement pas l'évolution future du Conseil constitutionnel tel qu'on la connaît, parce qu'il était, disons, très réservé à tout ce qui pouvait, de loin ou de près, s'apparenter, selon lui, à ce qu'il appelait un gouvernement des juges. Le Conseil constitutionnel voit, si vous voulez, le rôle premier que l'on donne au Conseil constitutionnel au moment de la création du Conseil constitutionnel, c'est de faire en sorte que le Parlement reste bien dans le domaine législatif qui est le sien et ne vienne pas empiéter sur les prérogatives de l'exécutif. C'est ainsi qu'est pensé à l'origine par les constituants de 58 le rôle du Conseil constitutionnel. Mais le rôle du Conseil constitutionnel va évoluer avec une décision de 1971. À ce moment-là, c'est le président Pavlovski, qui est d'ailleurs gaulliste, qui a été plusieurs fois ministre, qui va être à l'origine de cette évolution du rôle du Conseil constitutionnel. C'est à partir d'une décision concernant une loi qui est présentée à l'époque par le ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin sur la liberté d'association que pour la première fois, le Conseil constitutionnel va juger la conformité de la loi par rapport à la Constitution et par rapport aux principes qui font partie du bloc de constitutionnalité, et il va retoquer, pardonnez-moi l'expression, cette loi considérant qu'elle n'est pas conforme aux principes constitutionnels. Donc déjà, vous avez une évolution à partir de 71 du rôle du Conseil constitutionnel qui est capital et qui explique ce qu'est devenu le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel a, je vais dire, le mandat de juger la conformité des actes législatifs à la Constitution en fonction d'un certain nombre de normes, notamment aujourd'hui de normes internationales, puisque vous savez que les traités internationaux priment sur la loi nationale. Donc, alors il y a l'autre aspect. À ce titre-là, je termine. Point important.
il y a une grande réforme aussi, c'est la réforme de 76, puisque à ce moment-là, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, décide d'étendre la saisine du Conseil constitutionnel à 60 parlementaires, qu'il s'agisse des sénateurs ou des députés. Donc on a, disons, entre 71 et 76, une évolution tout à fait essentielle du rôle du Conseil constitutionnel, qui ne correspond pas finalement à ce que le Conseil constitutionnel devait être dans l'esprit des constituants de 58, en tout cas du principal d'entre eux, c'est-à-dire le général de Gaulle. Alors à ce titre-là, on aurait pu penser que le Conseil constitutionnel soit apolitique, d'une certaine manière, soit au-dessus des partis, soit au-dessus de tout ça. Et là, on voit que c'est extrêmement politique, puisqu'en fait, les députés, les sénateurs vont se prononcer. On voit les groupes à droite et à gauche se prononcer à titre politique. En fait, on a un peu dévoyé ça, ou est-ce que c'est normal ? Oui, enfin, il y a toujours eu des nominations politiques au Conseil constitutionnel. Je vous parlais de M. Pawlewski, c'était un ancien ministre, baron du gaullisme. Je veux dire, ça a toujours existé, les nominations politiques au Conseil constitutionnel. Sauf que peut-être, disons, dans les premiers temps du Conseil constitutionnel, on s'assurait que ceux qui étaient nommés, notamment à la présidence du Conseil constitutionnel, aient, disons, des quartiers de noblesse dans le domaine de l'expérimentation juridique. Si vous voulez, quand Jean Foyer va prendre la présidence du Conseil constitutionnel, il est un juriste, je veux dire, incontesté et incontestable. Donc, aujourd'hui, ce qui pose problème, finalement, puisque c'est la question que vous nous posez, dans la proposition de nomination de Richard Ferrand, c'est qu'il est considéré d'abord comme trop proche du président de la République, que sa nomination est considérée comme une nomination exclusivement politique. Alors, ceux qui, aujourd'hui, préconisent la nomination de Richard Ferrand, et notamment le président de la République, font savoir qu'il y a eu d'autres présidents de l'Assemblée nationale qui, par le passé, ont été nommés président du Conseil constitutionnel. Le dernier, Laurent Fabius, l'avant-dernier, Jean-Louis Debré. Mais ceux qui s'opposent à la nomination de Ferrand font valoir que autant Fabius que Debré avaient peut-être des compétences juridiques un peu plus élargies que celles de Richard Ferrand. Voilà, je résume à peu près, je ne porte pas de jugement. Si Richard Ferrand n'est pas nommé à ce poste-là, est-ce que c'est un camouflet de plus pour Emmanuel Macron ? Est-ce qu'au fond, ça amplifie la crise politique dans laquelle on se trouve ? Vous savez que depuis 2008, la réforme constitutionnelle de 2008, il y a un certain nombre de postes qui, dans la République, sont soumis à l'accord des parlementaires. Enfin, en tout cas, et là, donc, Richard Ferrand est en train de passer le grand oral devant les parlementaires, vous l'avez rappelé, de la commission des lois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Si 3/5 de ces parlementaires cumulés s'opposent à la nomination de Richard Ferrand, la nomination de Richard Ferrand devient caduque, en l'occurrence. Évidemment, c'est un camouflet pour le président de la République. Ça sera perçu comme cela, et ça sera la lecture politique qui en sera faite, de toute évidence. Alors, c'est vrai que la position qu'a pris hier le groupe parlementaire LR à l'Assemblée nationale, à travers la voix de son président, fait que cette nomination apparaît vraisemblablement plus compliquée ce matin qu'elle ne l'était il y a encore 48 heures. Tout va dépendre, in fine, dans cette affaire, de la position du groupe LR au Sénat et du groupe centriste au Sénat. Il est clair que si le groupe LR au Sénat s'aligne, ce qui n'est pas fait à ce stade, s'aligne sur la position du groupe LR à l'Assemblée nationale, la situation de Richard Ferrand sera indéniablement compliquée. Mais ça, nous allons le savoir dans les heures qui viennent. Est-ce que c'est une étape de plus vers une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale ? Non, il n'y a pas de rapport. Mais le rapport, il est sur le fait que, comme il n'y a pas de majorité, c'est difficile de faire voter un ensemble pour un président du Conseil constitutionnel. Oui, enfin, je veux dire, le problème, c'est que là, si vous voulez, c'est les deux commissions des lois. La commission des lois du Sénat et la commission des lois de l'Assemblée. Et le paradoxe veut que, d'ailleurs, aujourd'hui... On a une voix plus une voix, le gouvernement, aujourd'hui, est majoritaire au Sénat, ce qu'il n'était pas jusqu'à maintenant, parce que quand vous faites, j'allais dire, l'arithmétique et la comptabilité des groupes LR centristes et des groupes... proches d'Emmanuel Macron, des groupes macronistes, il y a une majorité pour le gouvernement au Sénat.
Alors que la situation politique, on l'a déjà dit, depuis le mois de juillet, que nous traversons, soit tout à fait exceptionnelle sous la Ve République, parce que pour la première fois sous la Ve République, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un gouvernement qui est minoritaire à l'Assemblée nationale. Cette coalition, elle est minoritaire. Donc, elle est à tout bout de champ, si vous voulez, susceptible d'être renversée par une conjonction des oppositions à travers une motion de censure. Mais là, on est dans une situation un peu différente. Parce que là, véritablement, c'est pas tant le Premier ministre qui est en première ligne que le président de la République, puisque c'est une nomination qui est proposée par le président de la République. Donc, en plus, il faut prendre en compte le fait que vous avez des jeux politiques. Vous voyez bien que M. Wauquiez et M. Retailleau sont tous les deux candidats à la présidence de LR, que M. Retailleau vient du Sénat, que le positionnement pour l'instant du Sénat, et en tout cas de M. Larcher, serait plutôt favorable à la nomination de M. Ferrand. Donc, si vous voulez, vous avez des interférences qui sont liées à ce qui est en train de se passer au sein des LR sur ce dossier-là. Et Wauquiez, si vous voulez, il prend cette position aussi parce qu'il veut montrer qu'il est indépendant par rapport au gouvernement. C'est toute sa ligne d'ailleurs de candidature à la présidence des LR. Sylvie Bermann, est-ce que c'est un sujet qui est observé sur le plan international ? Est-ce que dans l'exercice de la diplomatie, un moment politique comme celui-là, qui est très franco-français, la nomination du président du Conseil constitutionnel comme étant un petit peu un garant de la Constitution en France, est-ce que c'est observé par nos partenaires à travers le monde, à travers l'Europe et à travers le monde ? Alors, nos partenaires européens suivent effectivement de près la situation en France, qu'ils considèrent très instable, ce qui d'ailleurs nous affaiblit. Donc si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, il y aura effectivement des commentaires supplémentaires effectivement sur l'instabilité en France. Des commentaires ou des enjeux, il n'y a pas d'enjeu, simplement dans la mesure où la France joue un rôle particulier au sein de l'Union européenne, où elle a quand même une certaine influence. Et on le voit aujourd'hui, puisqu'il y a 2 réunions convoquées par le président de la République, une hier et l'autre aujourd'hui ou avant-hier. Enfin, lundi. Lundi, oui. On est déjà mercredi. C'est vrai. Mais du coup, on voit bien, et ils sont effectivement tous venus. Mais je pense que depuis quelque temps, il y a effectivement des interrogations. Cela dit, comme l'Allemagne est en processus électoral, et même quand il y aura une élection, la nomination d'un gouvernement prendra du temps. Finalement, la France reste quand même un pays important au sein de l'Union européenne. Oui, mais est-ce que cette crise politique en France affaiblit son poids, justement ? Est-ce que le fait que la France soit très peu présente, voire absente des négociations pour l'Ukraine, en Israël, est-ce que c'est aussi lié à cette crise politique ? C'est lié, oui, à cette crise politique. Cela dit, en Israël, c'est quand même extrêmement compliqué. Et en tout cas, l'Union européenne est essentielle pour nous. Et le rôle de la France, c'est justement d'avoir une capacité d'entraînement de l'Union européenne. Pourquoi l'Union européenne est importante ? Parce que c'est 450 millions d'habitants et face à des États-continents, c'est effectivement le bon échelon. Mais avec la dissolution, c'est clair qu'on a un petit peu perdu. Et comme l'Union européenne est très divisée sur la question du Moyen-Orient, entre les pays qui ont reconnu l'État palestinien comme l'Espagne, l'Irlande et puis l'Allemagne qui ne veut jamais critiquer Israël pour des raisons idéologiques, c'est difficile d'avoir une position commune. Si vous n'avez pas de position commune, vous ne pesez pas. Et sur l'Ukraine, on n'a pas les moyens militaires suffisants pour le faire. Et un dernier mot, Arnaud Benedetti, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures ? On va sans doute connaître le nom et la confirmation du nom de Richard Ferrand comme président du Conseil constitutionnel. Si ça ne se passe pas comme ça, quelles sont les conséquences d'un nouveau doute constitutionnel en France là ? Le président de la République peut proposer un autre nom et il peut éventuellement, on peut décider que ça soit le doyen d'âge du Conseil constitutionnel qui assure au moins l'intérim. Et le doyen d'âge du Conseil constitutionnel, si mes calculs sont bons, devrait être un ancien Premier ministre qui est membre du Conseil constitutionnel, qui n'est autre qu'Alain Juppé. Je crois que c'est déjà arrivé, vous savez, il y a quelques années, quand Roland Dumas avait été obligé de se mettre, en retrait de la présidence du Conseil constitutionnel. Et c'était à l'époque un ancien ministre, baron du gaullisme, M. Yvon Guéna, qui avait assuré l'intérim, justement, parce qu'il était le plus âgé. Donc il y a cette solution qui est aussi possible et qui est dans
la main du président de la République si jamais la nomination de Richard Ferrand n'était pas confirmée par les deux commissions des lois. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités ce matin. Sylvie Berman, diplomate, ambassadeur de France, ancien ambassadeur à Pékin, Londres et Moscou. Merci à Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau débat sur RCF et Radio Notre-Dame.